Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 3. Amadricus 2, le chemin des enfers, épisode 1. Février 1492, palais de Calarone, Venise. Érasme de Calarone était de noble sang, mais le destin lui avait joué un tour bien cruel en lui donnant 3 frères et une sœur aînée. Il avait donc, très jeune, pris la soudane et ne porterait jamais le titre de marquis de Calarone. Il ne manifestait pourtant, face à cette injustice, aucun regret, et la vie d'ecclésiastique lui convenait tout à fait. En ce mois de février plutôt doux, il était de retour en la demeure familiale, car sa mère l'avait fait appeler au plus vite sans qu'il n'en sût la cause. Dès son arrivée, on le fit entrer dans un grand salon où ses 3 frères aînés et sa mère l'attendaient. Son père était décédé 4 ans auparavant d'une vilaine pneumonie. De suite, Érasme sut qu'un malheur était arrivé. Sa sœur n'étant pas présente, il pensa immédiatement à elle et d'une voix emplie d'inquiétude demanda des nouvelles. Emilio, l'aîné, le marquis en titre, s'approcha de son cadet et le prit dans ses bras. Ses yeux étaient rouges. Il n'eut pas le courage ou pas la force de s'expliquer. Aussi, c'est la mère qui prit la parole. « Mon fils, dit-elle à l'intention d'Érasme, sans pour autant le regarder, elle a disparu. » Mais pourquoi, comment ? Lui, le second, ne laissa pas sa mère répondre. Depuis quelque temps, les rues de Venise ne sont plus sûres pour les jeunes femmes. En 3 mois, 9 ont déjà disparu. Toutes des filles de bonne famille, enlevées pour certaines jusque dans leur chambre. Une peur terrible nous gagne tous. Érasme garda le silence. Il se dirigea vers la fenêtre pour y cacher son inquiétude. Les autres l'observaient, attendant sa réaction. « Comment cela s'est-il produit » finit-il par demander. « Nous soupçonnons ta sœur de voir un galant en cachette depuis quelque temps, » expliqua Emilio. « Je suis persuadé qu'il y a plusieurs nuits où elle a profité de notre sommeil pour sortir. » Il marqua une pause. Érasme se retourna et le regarda inquisiteur. « Je m'apprêtais à la surprendre, je te jure, et cette nuit-là, quand je suis monté dans sa chambre et que je n'y ai pas vu, j'ai décidé d'attendre son retour et de lui montrer où était le devoir d'une jeune femme de bonne famille. Mais elle n'est pas revenue. » « Qui était cet homme ?»« Nous ne sommes sûrs de rien, poursuivit Louis. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit de Vlad Parsix. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est celui qu'il utilise depuis son arrivée en ville. Des bruits circulent prétendant que c'est un noble russe de la famille du tsar et qu'il a fui son pays pour des raisons politiques. En tout cas, il ne manque pas d'argent et mène une grande vie. Sa table est devenue l'une des plus convoitées de Venise. Si c'est un si bon parti que cela, pourquoi ne pas avoir organisé une noce ? Il est bien plus vieux qu'elle, et bien qu'on ne sache pas son âge, il pourrait sûrement être son père. Érasme acquiesça. Il se remit face à la fenêtre et un nouveau silence s'installa. La sérénité avec laquelle l'ecclésiastique prenait l'affaire n'étonnait pas son entourage. Il avait toujours su faire preuve de sang-froid et était sans aucun doute le plus intelligent de toute la fratrie. « Pensez-vous, demanda-t-il après quelques secondes de réflexion, que ce Vlad Parsik puisse être lié à la disparition de notre sœur ?»« Non, répondit Emilio sans hésiter, je ne vois pas quel serait son intérêt, et en plus, il y a le masque. »« Le masque ? Personne ne sait s'il existe vraiment, mais le peuple lui attribue les disparitions des jeunes femmes. On dit qu'il s'agit d'un homme si laid que seuls les chiens acceptent de l'approcher, et que pour posséder une femme, il se doit de l'enlever. Je ne sais pas qui est responsable de la disparition de notre sœur, mais je le trouverai, assura Érasme sans hésitation. Cinq longues années s'étaient écoulées. 5 ans, pendant lesquels Érasme avait consacré son existence à la recherche de sa sœur. Assis sur le petit et inconfortable banc de bois, le prêtre écoutait son juge lancer contre lui une virulente condamnation que tous savaient sans appel. Le magistrat était âgé, mais rempli d'une énergie sans borne, dès qu'il s'agissait d'accuser. Sa longue robe était rouge du sang de ceux qu'il avait déjà envoyés à l'échafaud, et Érasme n'en serait qu'un de plus dont il aurait oublié le nom dans un mois seulement.
Et cet être abject, haranguait le juge, ne s'est pas contenté de tuer plus de 50 innocentes jeunes femmes. Non, il ne s'est pas contenté de les dépecer, de les laisser pourrir dans une cave sans leur offrir une sépulture digne d'un bon chrétien. Non, il a fait subir le même terrible sort à sa propre sœur. Le magistrat laissa un long silence pour que toute l'assemblée prenne bien conscience de l'horreur qu'il était en train de décrire. Et quelle raison trouve-t-il à son acte? Quelle excuse? Ce n'est pas lui, bien sûr, mais un certain Vlad Parsik, dont personne, vous m'entendez, personne dans la bonne ville de Venise n'a jamais entendu parler, que personne n'a jamais vu. Pourtant, d'après le condamné, ce Vlad Parsik se promènerait toujours avec un loup. Vous imaginez? Nouveau silence. Vous imaginez qu'un tel phénomène pourrait passer inaperçu? Erasme ne put se retenir. Il se dressa d'un bond avant que les hommes d'armes n'aient le temps de réagir. « C'est normal que vous ne vous rappeliez plus de lui. C'est à cause du chemin des enfers. Vlad était un Romaquet. Cessez vos balivernes. Nous connaissons par cœur votre histoire incroyable. » Le juge prit la salle à témoins pour appuyer sa démonstration auprès de ses collègues. « Ce monsieur prétend avoir croisé dans les rues son père mort depuis 10 ans. Vous imaginez? Nous aurions tous oublié, mais pas lui, à cause de cet étrange personnage qui... » Il se coupa net et poussa un long soupir. « C'est si absurde, et vous l'avez déjà entendu. Pourquoi continuer? Non, cet homme n'est pas simplement fou, il est possédé par le malin, et si les portes des enfers se sont vraiment ouvertes, alors c'est juste pour le laisser venir à nous. Je réclame la mort !» Les autres juges ne dirent rien, attendant la fin des débats, mais beaucoup acquiescèrent de la tête aux paroles de leurs collègues, ne laissant ainsi aucun doute sur l'issue du procès. Janvier 1906, Pontarlier. Robert Bollet avait manqué de réussite cette fois-ci. Pourtant, avant de prendre la poule sur l'étalage, il s'était assuré que personne ne le regardait, que le marchand lui-même était occupé avec un autre client. Du moins, c'est ce qu'il pensait. À peine sa main avait-elle saisi le cou de l'animal qu'une autre s'était posée sur son épaule et qu'une voix rauque avait lancé « Hé là, mon gaillard, t'as besoin d'aide ?» Le gendarme avait une grosse moustache bien noire et des petits yeux vicieux juste en dessous de sa casquette. Robert ne prit pas une seconde pour réfléchir. D'un violent coup d'épaule, il s'était dégagé de l'emprise de la maréchaussée et s'était mis à courir droit devant lui, bousculant au passage une ou deux personnes et un sac d'avoine. Il s'était cru sauvé. Le temps que le gendarme se relève, il était déjà bien loin, mais voilà, il s'était retourné une fois de trop et n'avait pas vu le trou sur la route, et en s'écrasant au sol, il avait fait un bruit sec. Un peu sonné, les quelques dizaines de secondes qu'il lui fallut pour se relever avaient été bien longues. Le gendarme l'avait rejoint, et cette fois-ci, il ne s'était pas laissé distraire. En le recevant, le major de gendarmerie n'avait marqué aucun étonnement, mais son ton s'était fait sévère. C'était la 4e fois en peu plus d'un mois que Robert se faisait arrêter. Une fois pour une rixe, 2 fois pour ivresse sur la voie publique, et maintenant pour ce vol. « Cette fois, lui dit le major d'un ton autoritaire, tu vas goûter à nos prisons. Quand le procureur sera au courant, tu as de par trop abusé de notre patience. » L'idée de passer ne serait-ce qu'un mois derrière les barreaux affolait Robert, et en suivant docilement le gendarme qui le menait au cachot, il ruminait. Puis il aperçut la fenêtre entr'ouverte. Puis il vit l'arme qui pendait à la ceinture du gendarme. Sans doute ne prit-il pas vraiment le temps de réfléchir. Toujours est-il que tout alla très vite. Il s'empara de l'arme, le brigadier n'eut pas de réaction, trop surpris. Robert recula lentement vers la fenêtre, tout en le menaçant. Le gendarme hésita un instant, puis se mit à hurler pour appeler du secours. Robert paniqua et tira. 3 collègues de sa victime entrèrent au même instant dans la pièce. Robert sentit une douleur dans la jambe, une douleur si violente qu'il perdit connaissance. C'est sur la discussion de 2 hommes que Robert revint à lui. Il était allongé sur un lit à l'infirmerie de la gendarmerie, la jambe bandée. Une balle lui avait traversé le mollet de part en part. Debout, face à lui, le major qui l'avait reçu, et un homme qu'il ne connaissait pas, mais qui devait être militaire car il portait un uniforme. « On dirait qu'il revient à lui, » dit le gendarme. « Bien, » répondit le militaire. « Alors, allons continuer notre conversation ailleurs. Il n'est pas besoin qu'il sache ce qu'il attend. » Les 2 hommes sortirent.
Dès qu'il fut dans le couloir, le lieutenant-colonel Lufrier se dirigea vers la fenêtre. Il tournait le dos au major comme si cela facilitait ce qu'il allait dire. « Mes hommes et moi emmènerons donc votre suspect. C'est-à-dire, hésita le major, qu'il a tué un gendarme, cela ne peut pas rester impuni. Rassurez-vous, major, cela ne restera pas impuni, j'en fais mon affaire. Mais ce que je vous demande n'est pas une lubie, c'est pour l'armée. Comment justifier sa disparition de la gendarmerie? Modifiez votre rapport, dites qu'il a réussi à s'enfuir, personne ne s'étonnera de plus le revoir. » Le major ne répondit pas. Il paraissait inquiet. « Bien sûr, poursuivit Lufrier, tout cela doit demeurer secret. Faites-lui faire une piqûre pour qu'il dorme. Nous nous chargerons de l'amener au fort de Joux. » Le gendarme était entré dans la chambre de Robert d'un pas décidé. Il n'avait pas prononcé le moindre mot. Il avait relevé la manche de la chemise de Bolet et lui avait fait une piqûre. 3 minutes plus tard, Robert avait sombré dans un profond sommeil. Quand il se réveilla enfin, ses yeux mirent un certain temps pour s'habituer à l'obscurité. Il lui fut impossible de savoir où il se trouvait. Il était assis sur une chaise, les mains menottées dans le dos. Il faisait froid, il faisait humide, et une insupportable odeur de moisi s'infiltrait par effraction dans ses narines. Impossible de savoir combien de temps dura l'attente, mais ses poignets étaient devenus très douloureux lorsqu'un petit bruit se fit entendre. Robert força les articulations de son cou pour voir d'où il venait. Il vit 2 yeux verts briller dans la nuit. Puis, plus rien. Personne n'entendit plus jamais parler de lui. Octobre 1995, une forêt proche de Pontarlier. C'était un dimanche après-midi d'automne. La journée avait été grise depuis l'aube, mais pas une seule goutte de pluie n'était tombée. Un temps presque idéal pour une traque. Hugo était parti de bonne heure avec son chien. Il avait rejoint quelques amis, des habitués avec lesquels, aux grandes dames de sa femme, il passait la plus grande partie de ses week-ends dès que la chasse était ouverte. La matinée avait été stérile. Les chiens avaient couru, les hommes avaient ri, mais pas un seul animal sauvage ne s'était présenté devant leur fusil. Après un court déjeuner des plus déséquilibrés, sandwich jambon beurre et bière, ils s'étaient remis à la recherche d'une proie. C'est Ted, le chien d'Hugo, qui le repéra le premier. Un magnifique sanglier mâle, imposant, énorme, la tête dressée aux aguets. Les chasseurs n'eurent pas l'occasion de vraiment approcher. L'animal s'élança dans une course folle avant même que les fusils ne soient épaulés. Les chiens se précipitèrent à sa suite en aboyant. La traque dura 2 bonnes heures, mais le sanglier sembla s'évaporer. Les hommes se séparèrent pour lui tendre un piège. Hugo se trouva bientôt seul. La lumière commençait à décliner et il songeait de plus en plus à renoncer quand un bruit attira son attention. Un animal bougeait derrière le bosquet, à moins de 10 mètres de lui. Il aurait dû appeler les autres, signaler qu'il avait trouvé le sanglier. Mais il était trop proche, et sans aucun doute, à la moindre alerte, le cochon sauvage aurait pris la fuite. Il s'approcha donc le plus doucement possible, écarta quelques branches et aperçut la proie qu'il avait traquée toute l'après-midi, couchée sur le côté, complètement éventrée. Penché sur elle, une ombre qu'il n'identifia pas de suite. Un pas malheureux, une branche craqua, l'ombre surprise fit volte-face. C'était un loup gris, dont la gueule était rouge de sang de l'animal qu'il venait de tuer. Hugo fut pris de panique, mais il n'eut pas le réflexe de fuir, et il tenta de mettre en joue le canidé. Avec une rapidité incroyable, ce dernier bondit sur le fusil qui gicla à plusieurs mètres. Il se posa sur ses 4 pattes, légèrement plié, la gueule ouverte, le plus menaçant possible face au pauvre Hugo. Le chasseur, devenu la proie, fit quelques timides pas en arrière, puis n'écoutant que sa peur, prit la fuite en appelant au secours. Le loup hurla, un cri long et froid, puis engagea la poursuite.
Hugo ne cessait de courir en se retournant fréquemment pour savoir où était son poursuivant. Bientôt, il ne le vit plus. Épuisé, il s'arrêta et posa ses mains sur ses genoux pour souffler. Il eut un craquement. Le chasseur releva la tête, le loup était là devant lui, la gueule ouverte de superbes canines acérées. Aucun répit. L'animal bondit, renversant Hugo, qui se trouva allongé sur le dos. Il sentit l'auteur fétide de son vainqueur s'approcher de son visage. Il ferma les yeux attendant la morsure, mais rien ne vint. Il écarta une paupière. Le loup était toujours là, juste à quelques centimètres, totalement immobile. Hugo distingua très nettement dans chaque œil de ce dernier, non pas une, mais deux pupilles rondes et noires, la seconde légèrement en retrait de la première. Il eut l'impression que deux animaux le toisaient. « Hugo !» cria une voix que le chasseur reconnut. Le loup ne bougea pas. Il approcha davantage sa gueule et fit mine de mordre, mais se retint. Hugo se sentit pisser dans son pantalon. Il regarda de nouveau le loup et eut l'impression que l'animal souriait comme pour se moquer. Puis le canidé lâcha prise. Le chasseur se redressa juste à temps pour le voir disparaître entre les arbres. Il ne remarqua pas, derrière lui, un homme étrange vêtu d'une veste kaki qui avait observé la scène dans sa totalité et qui s'éclipsa dès que les autres arrivèrent. Thomas écoutait le récit d'Hugo avec un large sourire sous les lèvres. Il avait regagné la voiture du premier, un brick Volvo, et roulait maintenant en direction de Pontarlier. Hugo regarda son ami. Son attitude désinvolte le baissa. « Je te dis que c'était un loup !»« Mais arrête !» répondit Thomas avec un geste d'agacement. « Il n'y a pas de loup dans la région. C'était sans aucun doute un gros chien sauvage. »« Il m'a attaqué, bon sang !»« Tu n'as rien, et il a sans doute eu plus peur que toi. » Hugo avait très vite compris que ce qui lui était arrivé n'était pas commun, et qu'il aurait du mal à convaincre les autres. D'ailleurs, il n'avait pas parlé des 4 pupilles de son agresseur, mais il n'était pas question pour lui de battre en retraite. C'était un loup. « Tu as bien vu le cadavre du sanglier ?»« C'est vrai, cela n'était pas beau, mais je te l'ai déjà dit, Frédéric, Samuel et Didier aussi, cela peut être l'œuvre d'un chien. Il m'a pris en chasse, justement. Un loup, c'est plutôt peureux, surtout lorsqu'il est rassasié. Il t'aurait fui sans aucun doute, alors qu'un chien sauvage... » La voiture entra dans la ville. À l'arrière, les 2 chiens redressèrent la tête. Il y eut un silence jusqu'à ce que, comme s'il s'était pris de remords, Thomas ne renchérisse. « De toute façon, personne n'a été blessé. Et... je me suis quand même retrouvé allongé sur le dos avec l'animal en question sur moi. »« Oui, tu as bien vu. Quand on t'a retrouvé, on l'a cherché. Il avait disparu. Même les chiens n'ont rien senti. Tout ce que l'on peut faire maintenant, c'est le signaler à la gendarmerie au cas où ce chien sera enragé. Ce loup, je t'affirme que c'était un loup. Bon, soit, mais au gendarme, sois gentil, parle d'un chien. » Hugo ne suivit pas le conseil de son ami. Au gendarme qui prenait sa disposition, il parla d'un loup. Le fonctionnaire prit note en pensant visiblement à autre chose. Tout juste poli, son regard voyageait par la fenêtre qui lui faisait face et ne se posait que rarement et brièvement sur son interlocuteur. Son attention était si faible que plusieurs fois il demanda de préciser de nouveau des détails qui lui avaient déjà été donnés. Au final, quand Hugo quitta la gendarmerie, il était à 2 doigts d'exploser et une colère sourde doublée d'un sentiment de frustration qu'il détestait parcourait tous les membres de son corps. Thomas le déposa devant chez lui. La nuit était déjà arrivée et la pluie qui avait menacé toute la journée commençait à tomber. Un vent froid déviait les gouttes et cela sentait le goudron humide. Hugo fouilla ses poches pour trouver ses clés. Il n'eut pas le temps de les utiliser qu'une voix, derrière lui, l'interpella. « Vous l'avez vu, vous aussi, n'est-ce pas ? C'était un loup. » Hugo se tourna brusquement, surpris et intrigué. Un homme en veste kaki se tenait là, à peine à quelques mètres de lui. « Je vous demande pardon ?»« Oui, » reprit l'étrange individu. « L'animal cet après-midi dans la forêt. C'était un loup, n'est-ce pas ?»« Comment êtes-vous au courant ?»« J'étais là. Cela fait un moment que je le suis. »« Vous le suivez ?»« Oui. » L'homme avança de quelques pas. Hugo marqua un geste de recul. « C'est vrai, » fit-il en souriant. « Tout cela peut vous paraître étrange, mais je pense que vous seriez intéressé par ce que je pourrais vous raconter. »« Moi, je ne crois pas, » rétorqua Hugo en se tournant pour glisser la clé dans la porte. « Il avait 2 pupilles dans chaque œil, n'est-ce pas ?» insista l'homme. « Et quand il vous regardait, vous aviez l'impression que 2 personnes vous toisaient. » Hugo se retourna de nouveau, le visage très interrogateur. « Je vous assure que vous devriez m'écouter. Cela ne vous engage à rien. » Comme il ne trouvait pas les mots, Hugo fit un signe affirmatif de la tête.
Peut-être pourrions-nous rentrer chez vous, nous serions plus à l'aise. Au fait, je ne me suis pas présenté. Il avança en tendant sa main. Je m'appelle Nief, David Nief. Je suis historien. Juin 1987. Rouac arriva enfin sur le sommet des rochers. Il avait eu du mal à se faufiler entre les buissons serrés pour atteindre ce petit promontoire. La lune était pleine et il voyait ses compagnons en contrebas. 3 montaient la garde, tous les autres dormaient. Cela faisait plusieurs semaines qu'ils avaient quitté le nord de la Sibérie et qu'ils cheminaient, évitant les villages et tous les autres coins civilisés. Mais plus ils s'approchaient de leur but, plus cela devenait problématique. Ce n'était pas un voyage facile. Il leur fallait beaucoup de courage pour ne pas renoncer. Surtout que Rouac était le seul à connaître le but de cette étrange expédition. C'était au cours d'une nuit neigeuse qu'il avait ressenti l'appel. Il était isolé ce soir-là, assis sur un rocher semblable à celui-ci. Il contemplait la nature et sentait les flocons de neige heurter lentement sa tête. Comme souvent, il méditait sur son avenir et sur celui des siens. Être le chef n'est pas toujours chose aisée. Et puis, il eut une odeur qui lui était familière, bien qu'il y ait si longtemps qu'il ne l'ait pas sentie. Elle s'était lentement transformée en petit vent, un léger brouillard s'était levé et immédiatement après, il était entré en communication avec cette étrange matière. Un sentiment de plénitude et de bonheur l'avait envahi alors. Il y avait presque 1000 ans qu'il attendait cet instant. Il allait sans doute enfin savoir. Rouac était conscient que cela était incompréhensible pour les autres, que seul lui pouvait ressentir ce genre de choses. Son étrange interlocuteur lui parla pendant plus d'1 heure. Un étrange monologue, une étrange histoire dont lui seul pouvait comprendre les conséquences. Il ne réfléchit pas une seconde. Il était lié par un serment que l'on ne peut pas rompre. Dès le lendemain, lui et les siens se mirent en route. La première semaine, les autres pensèrent qu'ils seraient vite de retour. Il n'en était rien. Dès la seconde semaine, plusieurs moururent. La nourriture était rare, les régions traversées inconnues et dangereuses. Rouac eut bien du mal à rassurer les survivants, à les convaincre qu'en étant plus prudent, il n'y aurait plus de problème. Rouac avait menti, et en y repensant, il eut un frisson. Il leva le museau vers le ciel et se mit à hurler. Une lumière étrange brilla dans ses 2 yeux de loup. Cela réveilla les autres membres de la meute. Tous regardèrent leur chef. Ils avaient tous accepté de le suivre dans cette folle expédition. Plusieurs étaient déjà morts de fatigue, de faim, ou simplement tués par des humains terrorisés en apercevant ce groupe d'une quinzaine de loups. Il n'était pas question de remettre en cause les volontés de Rouac. C'était un vieux loup gris argenté que tous avaient toujours connu, mais qu'aucun n'avait jamais osé défier et, malgré son âge, il demeurait le plus fort. Les autres membres de la meute reprirent en écho le cri de leur chef. Le vieux loup regarda ses compagnons. Il se sentait coupable de les entraîner dans cette aventure qui connaîtrait la mort de la majorité d'entre eux. Mais l'appel était sans ambiguïté. La meute se remit en marche. Au bout de quelques heures, ils arrivèrent en vue d'un petit village. Rouac savait qu'il aurait de plus en plus de mal à éviter les hommes. Dans cette partie du monde, c'étaient eux les maîtres, et les loups devaient être prudents. Soudain, il tendit la truffe. Un léger courant d'air attira son attention. Il reconnut l'odeur. Il se laissa guider par elle. Ils contournèrent le village, abordèrent une côte assez abrupte et arrivèrent enfin au pied d'une grande muraille. Les loups s'assirent en cercle autour de leur chef et contemplèrent le fort de joug qui se dressait devant eux. Tous sur l'air. Ils avaient atteint leur but. Quand le silence fut revenu, tous les regards se posèrent sur Rouac. Le vieux loup demeurait immobile, tournant simplement la tête, cherchant à observer le moindre détail. Il avait, bien longtemps auparavant, vécu par ici. Mais c'était la première fois qu'il y revenait, et l'impressionnante forteresse qui se dressait devant lui n'avait plus rien à voir avec celle qu'il avait connue.
Quelques bruits éloignés, sans doute le fruit d'une activité humaine, troublaient un peu le silence de la nuit et suffisaient à rendre nerveux l'ensemble de la meute, qui était peu habitué à cela. Rouac se leva et avança lentement en suivant la muraille. Nork, un énorme loup noir qui était son second, lui emboîta le pas. Après un instant d'hésitation, les autres firent de même. Le vieux chef semblait savoir parfaitement où il allait. Bientôt, il s'enfonça dans un petit sous-bois et s'immobilisa à l'abri d'éventuels regards, très vite rejoint par les siens. Il eut un bruit. Tous se mirent sur la défensive, sauf Rouac qui demeura impassible. De derrière un buisson sortit un loup gris qui n'appartenait pas à la meute. Il s'approcha de Rouac et s'assit devant lui, plongeant son regard dans le sien comme d'égal à égal. 2 pupilles brillaient dans chacun des yeux du nouvel arrivant. À suivre.